vous remercier de participer à cette conférence, qui est la dernière conférence d'une journée où on a proposé 3 conférences autour de l'entrepreneuriat. Cette journée est organisée par la Rooftop Business Academy, donc on vous parlera de ce qu'est la Rooftop Business Academy pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, vous dire que cette conférence est co-animée par plein de monde, puisque en premier lieu, il va être co-animé par les 5 membres du collectif fondateur de la RBA, la Rooftop Business Academy, donc Valérie, Amandine, Cédric, Corinne et moi-même, votre serviteur. Je laisserai chacun d'entre vous vous présenter en détail quand vous prendrez la parole, donc j'en dis pas plus pour le moment. Et on bénéficiera aussi de l'aide et du témoignage de nos chers membres de notre première promotion RBA, puisque RBA c'est un peu une école, c'est une académie, et on a lancé une première promotion en septembre, le 21 septembre exactement. Et en fait, nos gentils membres de la promotion ont accepté de témoigner et de nous donner en fait quelques aperçus de leur expérience d'entrepreneurs apprenants. Donc voilà, une soirée qui s'annonce riche en retours d'expérience et en témoignages. Alors, au programme, on va vous parler, c'était la promesse de cette soirée, de vous parler des outils clés nécessaires pour mener à bien votre projet entrepreneurial. Et puis on vous présentera en fait ce qu'est l'audit et le parcours proposé, le parcours de formation et d'accompagnement proposé par la Rooftop Business Academy. Et puis bien sûr, on laissera tout au long de la soirée, alors même si on l'a mis en 3e position, je pense qu'on peut leur permettre de poser des questions quand ils le souhaitent. Donc c'est une conférence qui se veut hyper interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à faire preuve faire part de vos remarques, de vos témoignages tout au long du déroulé de la formation, de la conférence. Pardon. Vous êtes prêts? Oui. Ok, c'est parti. Alors on va commencer avec les outils clés. Donc on a choisi en fait de vous parler d'un certain nombre d'outils clés. Alors des outils en matière d'entrepreneuriat, de multiples, mais on a fait une petite sélection pour vous, pour essayer de vous présenter les outils qui nous semblent être les plus essentiels, en tout cas qui nous a semblé être les plus essentiels pour soit bien démarrer, soit pour bien redémarrer ou repositionner votre projet quand c'est nécessaire. Donc en fait, vous l'avez vu sur ce graphique, en fait, votre projet, le projet entrepreneurial, il est central et autour, on a un certain nombre de choses qui vont graviter et qui vont être absolument nécessaires pour alimenter votre projet et lui donner de la valeur, de la richesse. Donc, on a par exemple le diagnostic stratégique avec l'analyse interne, l'analyse externe, les questions autour de la vision du projet, les valeurs, les missions, etc. Le business model, je crois que vous avez tous entendu parler de ce qu'est un business model. En entrepreneuriat, ça semble essentiel. Et puis, des choses auxquelles on pense un peu moins, c'est la posture entrepreneuriale. On y pense moins et pourtant, c'est sûrement l'une des choses les plus importantes, puisque lorsque la posture entrepreneuriale est là, en fait, le reste doit suivre normalement. N'est-ce pas, Cédric? Voilà. Donc, on va chacun intervenir à tour de rôle pour vous parler on a sélectionné derrière ces 5 grands axes, en fait, quelques outils, et on va détailler un petit peu ce qu'on voit derrière et vous donner quelques conseils, ou en tout cas quelques pistes à suivre pour creuser pour utiliser ces outils. Alors, du coup, moi, je vais vous parler en fait dans la stratégie d'entreprise, de la mission et de la vision de votre entreprise. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mission pour une entreprise? Voilà. Donc, tu sais lire, Marie-Laure, donc dis-nous ce que c'est qu'une mission. Bon, très bien. Eh bien oui, donc la mission, c'est la raison d'être de votre entreprise. Donc, c'est quoi la raison d'être de votre entreprise? C'est pourquoi votre entreprise existe-t-elle, pourquoi, pour qui, pour faire quel type de choses, pour quelle contribution à la société en général. En fait, à quoi sert votre entreprise, à quelle problématique est-elle censée répondre en fait. Donc c'est souvent quelque chose qui est difficile, voire des fois impossible à accomplir. J'ai mis ça parce qu'en fait, la mission doit être ambitieuse. Elle doit vous emmener très haut. En fait, vous devez avoir de l'ambition. Si elle n'est pas ambitieuse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plutôt commun.
et que d'autres choses ont fait avant vous. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une idée plutôt ambitieuse de votre projet et donc de porter très haut votre projet. La mission s'inscrit dans le temps présent, c'est-à-dire c'est la raison d'être aujourd'hui de votre entreprise, contrairement à la vision qu'on verra plus tard et qui va vous emmener dans l'avenir sur des objectifs plus long terme. Est-ce que chacun a une vision claire de la mission de son entreprise ici? C'est en cours. C'est en cours depuis combien d'années? Depuis pas très longtemps. Bon. Okay. Non, c'est pas une boutade, hein. Moi j'ai mis plusieurs années à définir la mission et la vision de mon entreprise. Donc en fait j'ai pris conscience qu'il fallait se pencher là-dessus il n'y a pas longtemps. Ah. Prise de conscience qu'elle a faite. C'est la première étape. Hein. Voilà, donc j'y travaille concrètement que depuis mars de cette année. Okay. Et ça commence à porter ses fruits? Ah, dans 15 ans je vais être prête, je pense. Ouais, très bien. Ok. L'âge de la retraite. Alors, je vous ai mis quelques exemples de missions pour que ce soit plus parlant pour vous. Pour Tesla, par exemple, accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. C'est la mission de Tesla. LinkedIn, mettre en relation des professionnels du monde entier. Google, organiser les informations à l'échelle mondiale. Et puisque j'ai mis les plus grands, en fait, j'ai mis également le rooftop. Donc non, c'est une boutade en fait. Hein. J'ai mis le rooftop non pas parce qu'il fait partie des plus grands, mais parce que c'est pour vous montrer que même si on est petit, on a le droit d'avoir sa propre mission. Et on n'a pas le droit, hein, c'est une exigence et c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc moi, c'est des choses que j'ai mis plusieurs années en fait. J'ai mis 4-5 ans à essayer à trouver ça. Pour moi, le rooftop, la mission du rooftop, c'est d'offrir un écosystème propice au développement de l'entrepreneuriat et au bien-être des entrepreneurs. Voilà ma mission aujourd'hui. Donc une fois que vous avez posé les choses comme ça, que c'est clair pour vous, que vous l'avez travaillé et que vous êtes au clair avec ça, les choses vous semblent beaucoup plus simples dans les actions que vous allez avoir à mener chaque jour en fait. C'est pour ça que c'est important de définir sa mission. Alors maintenant on va passer à la vision. Donc autant sur la mission on était sur le temps présent, la vision c'est un objectif à long terme. Donc c'est où vous voulez conduire votre entreprise. Donc c'est demain et dans l'avenir, quel qu'il soit, plus ou moins lointain, c'est une projection dans le futur. Et donc cette vision, elle doit être comme la mission, elle doit être ambitieuse, elle doit être inspirante, elle doit être réaliste et elle doit être de portée assez générale. Donc, est-ce que vous avez une idée, vous, de la vision de votre entreprise? Okay. C'est en cours. Ok. Alors j'ai mis quelques exemples. LinkedIn, créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Amazon, être l'entreprise la plus axée sur le client au monde. Et le rooftop, être une référence nationale et un modèle en matière de gestion et d'animation d'espaces de travail partagés. Donc voilà ma vision, moi, pour l'avenir, pour ma propre société, ma propre activité. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la chose que vous remarquez en commun sur ces trois visions? L'ouverture au monde et l'ambition, en fait. Voilà. Donc à chaque fois, on trouve, pour les professionnels du monde entier, l'entreprise la plus axée sur le client au monde. Et puis, alors moi, je suis un peu moins ambitieux, je suis plus sur une portée nationale, mais être une référence nationale. Donc là, on voit en fait l'ambition de la vision, et il faut que ce soit quelque chose de grand en fait, pour que ça puisse vous tirer et que ce soit une vraie force motrice pour vous tirer vers le haut. Et on ne sait pas si on y arrivera. Et finalement, peut-être pas. Mais en fait, c'est un moteur et c'est une énergie sur laquelle vous allez vous appuyer pour pouvoir au quotidien développer votre entreprise et avoir en fait le chemin que vous allez suivre. C'est clair pour tout le monde? Il y a quand même moyen, si on n'est pas bien accompagné, de faire la confusion entre la mission et la vision. En tout cas, tel que les exemples qui sont montrés ici, ouais. Moi je me dis, la frontière est mince quand même. Hein. On pourrait se tromper si on n'est pas accompagné. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors souvent, en fait, la mission et la vision sont deux morceaux de phrases qu'on raccroche. Aujourd'hui, mon objectif ou ma mission, c'est ça, pour pouvoir faire ça demain. Si je le pousse au summum,
si cette mission de la pousse au summum, qu'est-ce que ça peut devenir? En gros, c'est nos limites. En tant qu'entrepreneur, le niveau mondial est un peu... L'alliance est de taille quand même, il faut faire attention. Ok. On continue. Alors, là, Stéphane. Justement, l'accompagnement. Alors, Stéphane fait partie des membres de notre promotion, vas-y si tu veux, des promotions de notre RBA. Exactement. Voilà. Donc, je vais te laisser déjà juste te présenter ton activité. Alors, je m'appelle Stéphane Samolège, je suis le dirigeant d'Adeovia. Adeovia a été créé il y a 3 ans et a 2 activités principales. La première, c'est l'accompagnement des professionnels de la lutte antiparasitaire, donc les professionnels qui font de la dératisation, de la désinsectisation et de la désinfection. L'accompagnement en fait dans leur structuration et leur développement, leur organisation, qui passe par de la formation, et c'est le 2e volet d'activité d'Adeovia, puisque c'est un organisme de formation agréé Calliope, qui délivre des formations d'orientation à orientation technique sur ces métiers, de la dératisation, de la désinsectisation et de la désinfection. Et du coup, Stéphane, est-ce que toi, tu es clair sur ta mission, la mission de ton entreprise et la vision? Tout à fait, je suis extrêmement clair, grâce au RBA. C'était l'un des objectifs et c'est vrai que ça a permis de poser les choses. Ma mission, donc actuellement, ma mission, c'est d'accompagner les professionnels. En fait, c'est ce que j'ai expliqué auparavant, vraiment d'accompagner les professionnels dans leur structuration, dans leur développement justement professionnel en tant que tel. Et ma vision, c'est de devenir une référence en tant que cabinet de conseil et organisme de formation en France sur ce domaine d'activité. Alors certes, RBA t'a accompagné là-dessus et t'a sûrement aidé à progresser, mais nous on avait été surpris la première fois qu'on t'a vu sur la manière dont tu avais déjà commencé à formuler ta vision de l'avenir, où tu parlais d'international, de succursales en France, un peu partout en France et en Espagne, je crois que c'était ça, etc. Et on avait été un peu bluffé par le fait que tu sois drivé par une vision déjà. J'ai profité là dans cette étape-là en fait de mon expérience parce que je suis issu de grands groupes internationaux. J'ai cette culture en fait de l'objectif, de l'international, et j'ai allié ça en fait dans ma vision aussi quelque part, de dire est-ce que moi aussi un jour je pourrais pas devenir un gros, voilà, et de faire pour moi tout ce que j'ai aussi contribué à faire pour les autres dans le passé. Donc ça a été c'est l'un de mes drivers. Après je reste relativement conscient de mes limites. J'ai plus 20 ans. Donc voilà, je sais que le temps est aussi un facteur éventuellement limitatif, mais ça me sert, ça me sert à avancer. Maintenant, ce que m'a apporté le RBA aussi, c'est ce côté et cet aspect que je n'avais pas forcément ressenti et bien analysé au démarrage, c'est le fait d'être seul, c'est le facteur solitude de l'entrepreneur. Quand on commence, on se lance, on est plein de bonne volonté, on a plein d'objectifs, on veut faire plein de choses, et ça va bien, et en fin de compte, on ne ressent pas forcément cette solitude dans son organisation, dans ses réflexions. Le regard externe, quand on est tout seul, on ne l'a pas. On ne l'a pas forcément, et c'est pas facile d'avoir un regard externe de sa famille, de ses proches, enfin, on n'est pas dans les mêmes orientations. Et d'être au sein du RBA, ça m'apporte ce regard. Je m'appuie sur le RBA pour avoir aussi une aide extérieure, avoir de ne plus être seul. Bon, la solitude de l'entrepreneur, il faudra qu'on fasse une journée spécifique sur la solitude de l'entrepreneur. Voilà, je t'ai fait l'introduction. Enregistré. Voilà, c'est enregistré.
Du coup, vous voyez, même si toi tu as été influencé par ton histoire d'appartenance à un grand groupe, la vision et la mission, c'est pas réservé à des grandes entreprises. On a le droit, et c'est même un devoir que de travailler sur notre mission et notre vision, parce que c'est hyper structurant pour la suite. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane ou des remarques par rapport à ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous-même vous voulez témoigner sur votre propre mission, vision et votre peut-être difficulté à la trouver? Oui, Agnès? Moi j'ai une question. Du coup, tu disais que tu avais été bluffé déjà par son avancée dans tes questionnements. Alors pourquoi est-ce que tu as fait appel à la RBA et qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que tu doutais en fait? Où est-ce que tu doutais? Alors, je doutais pas, et c'est peut-être... ça va mieux avec le micro en fait? Non, je parle fort généralement. Donc. Je doutais pas, et c'est peut-être l'un des problèmes. C'est que pour moi, j'étais assez serein et sûr de ma vision, de mon avancée, etc. Et je me suis quand même, il y a un moment où je me suis dit, mais stop, parce que tu es tout seul. Et il y a un moment où les échéances ont commencé à se rapprocher. Alors, mon histoire, c'est quoi? Je suis un demandeur d'emploi, créateur d'entreprise. Donc j'avais un statut très sécurisant. Et puis les échéances se sont rapprochées. Et mine de rien, il y a un moment où on se pose les bonnes questions, c'est de dire comment je vais vivre, où j'en suis dans mon développement, où j'en suis dans la structuration de mon projet, et comment il se développe réellement. Et c'est là, il y a un moment où on se dit, ok, ta vision, elle est quand même peut-être un peu limitée, enfin, ce que tu fais, c'est peut-être pas suffisant. Tu es tout seul. Moi, ça a été le déclencheur, le facteur solitude, et tel que je l'ai entendu s'exprimer au sein du RBA à la première conférence, je me suis dit, ouais, en fait, tu es quand même tout seul. Et est-ce que tu te poses les bonnes questions? Est-ce que tu as la bonne vision de ton projet? Donc, oui, j'ai un passé qui fait que j'ai peut-être certains éléments qui facilitent ma vue, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir repositionner, il faut savoir s'adapter. Être entrepreneur, en fait, c'est voir l'avenir, c'est super important. On en parlait tout à l'heure en disant il y a des entrepreneurs, ils voient que des choses très court terme, mais ils ne pensent pas à l'avenir. Si on ne bâtit pas quelque chose pour l'avenir, si on ne structure pas son business pour l'avenir, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Donc il faut savoir se remettre et remettre en cause ses certitudes. Guillaume? Une question triviale, pourquoi Adeovia? C'est une bonne question. Adeovia, je cherchais un nom passe-partout, déjà. Pas trop connoté, qui puisse justement dans le futur me permettre de faire plein d'autres choses que la lutte antiparasitaire, enfin une activité en relation avec la lutte antiparasitaire. Et Adeovia, j'ai cherché un nom qui pouvait indiquer une voie, donc via. ADO, quelque chose qui n'existait pas alors, et qui voulait montrer une nouvelle voie, vers une nouvelle voie en fait. Ad, néo, néo, mais ça existait déjà, donc ADO via en fait. Ok. Je vous propose merci Stéphane. Merci. Donc je vais avancer, sinon mes collègues vont me tuer. Et je vous propose de passer la parole à Valérie qui va vous parler des valeurs. Merci Stéphane, moi je prends le micro aussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Valérie Bauger, j'ai créé Infine Coaching il y a maintenant 9 ans. Donc je suis coach certifiée, formatrice, également consultante en bilan de compétences. Et donc on a décidé tous ensemble de parler des valeurs. Alors je veux bien, je ne sais pas, vous voulez comment on avance sur ça? Dans le bon sens. Alors c'est quoi une valeur? Parce qu'on en entend parler beaucoup des valeurs, mais sans forcément savoir ce que c'est. Alors, non, ça c'est... Oui d'accord, donc c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va faire dans le sens dans lequel ça arrive. Donc une valeur, c'est quelque chose qui est transmise par la famille. La famille, je l'ai mis avec un grand F. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que
Une valeur, c'est quelque chose qui nous vient de la France, par exemple, les fameuses valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc ce sont des valeurs d'un point de vue coaching. Maintenant, est-ce que c'est ces mots-là qui vont vous permettre de faire vos choix, et notamment en tant qu'entrepreneur au quotidien? Peut-être pas, ou peut-être que oui. Mais avant tout, c'est par notre famille de sang, généralement, que nos valeurs sont transmises. Quand on est enfant, on me dit, voilà, ce qui est important, c'est de faire ceci, d'être poli, d'être respectueux, de tenir compte de l'argent dont on dispose, etc. etc. Et on ne se pose pas forcément la question, quand on grandit et qu'on quitte le foyer familial, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. C'est aussi quelque chose que l'on transmet à nos enfants. Il n'y a pas que les héritages qu'on transmet, il y a aussi les valeurs. Et des fois, c'est de manière relativement inconsciente. Bon, ça va être dans le désordre, c'est super. Une question, je vais peut-être tous les afficher, c'est un peu logique même pour vous. Donc le premier point en fait qui est essentiel, c'est effectivement qu'est-ce que c'est qu'une valeur. Souvent on parle de principe universel, donc je reviens sur cette fameuse valeur républicaine. En coaching, on parle du principe que c'est un critère de choix ultime. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va être de l'ordre d'une boussole. Et on répond par rapport à ça à la question qu'est-ce qui est important pour vous. Donc je vous invite là, chacun dans votre tête, vous pouvez le dire à voix haute si vous voulez, mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie? Pour certaines personnes, ça va être l'amour, moi. Pour d'autres, ça va être le partage. Pour d'autres, ça va être l'argent. Pour d'autres encore, l'altruisme. Et pour une petite information, l'outil auquel j'ai été formée, il y en a 123 des mots qui peuvent correspondre à des valeurs. Donc bien au-delà de respect, bienveillance, 3 petits points, qui sont des grands classiques que j'entends régulièrement. Une question aussi qu'on peut se poser pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous, c'est pourquoi en 2 mots, et je tiens en 2 mots, vous seriez prêt à vous battre. Normalement, tout ce à quoi vous avez répondu, qu'est-ce qui est important pour vous, que ce soit votre famille, que ce soit votre job, que ce soit l'amour, là vous êtes prêt à vous battre pour. Et quand je dis vous battre, souvent on dit me battre, je ne suis pas violent. Oui, ça peut aller jusqu'au point, si on touche un cheveu d'un de vos enfants pour ceux qui en ont, là je pense que vous êtes prêts, on est tous prêts à sortir les griffes, à sortir les poings. Mais en étant beaucoup plus, je dirais, quotidien, c'est se bouger les fesses, s'engager, militer. Et généralement, quand je pose cette question-là, il y a d'autres choses qui sortent. Et là, on se rapproche de la notion de valeur. Donc ça peut être là pour la non-discrimination, pour la protection des animaux, pour plein de choses. Voilà. Et tout ça nous donne la matière pour commencer à réfléchir à ce que c'est qu'une valeur. Et quand ça part des tripes, vraiment, on va revenir après sur le sujet. Une autre manière aussi d'identifier ce qui est important pour nous, c'est de voir ce qui nous met en colère. Quand on a un comportement devant nous, qu'il soit personnel ou professionnel, on se dit mais c'est pas possible quoi, ça va pas. Imaginez que vous partez là dans la rue demain matin et vous voyez une maman qui hurle sur son bébé, un petit on va dire. Même si vous n'avez pas de passager, vous pouvez vous dire mais oh. Alors peut-être qu'elle a raison de le faire, on ne sait pas, on n'a pas à le juger. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, je dirais, au niveau viscéral qui vous fait réagir. Et bien c'est ça les valeurs. Alors pourquoi c'est important en fait de connaître ces valeurs quand on est entrepreneur? Alors déjà effectivement il faut les connaître parce que toutes les personnes qui me disent mes valeurs ne sont pas respectées et je leur demande oui mais quelles valeurs? Comment ça mes valeurs? Mes valeurs, que ce soit dans le cas d'une entreprise quand on est salarié ou dans un couple qui des fois amène à se séparer d'ailleurs. Donc c'est d'arriver déjà à mettre des mots et les vôtres, pas ceux du voisin. Donc ça implique de se poser pour y réfléchir. Et une fois qu'on les connaît, ces mots, c'est bien, mais il faut ne pas les oublier, en tout cas les garder en mémoire pour pouvoir faire en sorte de les respecter au quotidien et de les incarner. Donc c'est bien joli, les valeurs que l'on met sur un site internet, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises, mais qui, je dirais, à la première problématique, sont remises en cause. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de gros groupes, sans les citer, je ne viserai personne, où en fait, voilà, ce qui est écrit sur le site n'est absolument pas remis en cause, et du coup, n'est pas respecté, et justement remis en cause, ce qui implique que certaines personnes se trouvent en situation de burn-out pour certaines, voire plus grave. Voilà, donc nous sommes entrepreneurs, a priori tous ici présents, donc on est responsable de la manière dont on va incarner nos valeurs. Alors à quoi ça sert? Ça sert à avoir plus confiance en soi, parce qu'effectivement quand on sait ce qui est important pour nous, et qu'on fait en sorte de l'incarner, normalement on ne se laisse pas trop faire. Ça amène donc à se respecter et se faire respecter. Ça amène à être aligné. Vous avez sûrement parlé de ça, entendu parler de ça souvent, on parlait de mission et de vision tout à l'heure, c'est cette notion d'alignement.
qu'on pourrait dire cœur, corps, esprit, donc c'est toutes les dimensions, je dirais, de l'être humain. Un synonyme pourrait être congruent. Est-ce que tout le monde connaît la notion de congruence? Je vois des personnes qui font... Tout le monde sait? Alors moi, je vais être honnête, j'ai découvert ce mot-là quand j'ai fait ma formation en coaching. Et j'ai, je dirais, conquis un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas ce mot. C'est un mot qui n'est pas très agréable au niveau phonétique, congruence. Mais quand on a compris ce que ça veut dire, généralement, on s'en rappelle. Donc la congruence, en fait, c'est bien plus profond que la cohérence. Alors j'explique. C'est ce qui vient de notre tripes, ce qu'il y a profondément en nous, nos valeurs, nos convictions, sont en lien avec ce que l'on pense, donc on est toujours à l'intérieur, il ne se passe rien vis-à-vis de l'extérieur, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Donc c'est vraiment cette notion de dire ça part de là, et ça ressort en incarnation et en comportement. Ça permet d'avoir un équilibre personnel et professionnel. Cédric nous en parlera tout à l'heure en termes de posture. Ça peut partir des valeurs. C'est qu'à partir du moment où on sait ce qui est important pour nous, il n'y a pas de tergiversation, on fait nos priorités en fonction. Et si on va d'un point de vue, je dirais moins développement personnel et un peu moins postural, mais plutôt côté stratégie, ça veut dire que si on sait ce qui est important pour nous, si on connaît nos valeurs, on va être capable de clarifier ses offres. D'accord? De voir effectivement qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, vendre aux personnes qu'on va avoir en face de nous comme clients. C'est-à-dire qu'on va appeler, je dirais, et amener un certain nombre de personnes à nous contacter parce que ces valeurs sont soit visiblement exprimées, soit transpirent à travers notre présentation. On a Astrid qui, en termes de valeurs, très discrètement, mais peut effectivement, pas que Astrid d'ailleurs, mais donner ce type d'informations sans même des fois s'en rendre compte. Ça permet aussi d'identifier ses partenaires. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, peut-être qu'on va avoir en face de nous des personnes, des fournisseurs, qui vont être plus respectueux de ce qu'on attend d'eux. Et ça va donner, quand on est dans un contexte, ce qui n'est pas forcément le cas de nombreuses personnes aujourd'hui, mais dans un contexte où on a des salariés, de faire en sorte que ces valeurs elles soient aussi respectées par ces personnes. Pour avoir animé un certain nombre d'ateliers dans des plutôt TPE ou PME, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met tous autour de la table, non pas pour dire c'est les valeurs du groupe, incarnez-les, mais qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie en fait de construire pour que les choses se passent encore mieux? Je crois que notre ami Stéphane a testé le sujet il n'y a pas très longtemps avec son équipe. Déjà, ça crée une super discussion. Ça n'aurait peut-être pas forcément lieu si vous ne posez pas ce type de questionnement. Et puis ça soude en fait. Parce qu'une fois qu'on a eu cette discussion et qu'on a dit non, c'est pas le partage, c'est l'écoute, en expliquant ce qu'il y a derrière chacun de ces mots. Parce que l'intérêt avec les valeurs, c'est qu'on met ce qu'on veut derrière. On n'est pas là pour utiliser la définition du dictionnaire, c'est quoi pour moi le partage? Peut-être pas la même chose que la personne à côté. C'est en discutant qu'on va mettre tout ça en commun. Donc pour finir, en tout cas en ce qui me concerne, l'enjeu, j'ai envie de dire, c'est de mettre ses valeurs au cœur de son projet, en lien bien sûr avec sa mission et sa vision. Et puis histoire d'illustrer tout ce que je viens de vous dire d'un point de vue très conceptuel, je vais laisser parler notre témoin sur le sujet, à savoir Agnès. Ça fait pas la même. Bonsoir, Agnès Potiron. Moi j'ai intégré la RBA parce que j'avais tout un ensemble de problématiques. Et en tant que créatrice d'activité bien-être, je repars de zéro. Et en fait, je ne me sentais pas du tout en capacité de le faire seule. D'où l'intégration dans la RBA. Et un des points, justement, on a travaillé sur les valeurs, parce que c'est régulièrement une question qu'on me posait. Et à chaque fois, c'est le blanc, les bugs. Donc Valérie m'a invité à travailler sur ces valeurs. Et la première est sortie assez facilement, l'autonomie. Et effectivement, en l'accompagnant, en détaillant, je sais que tu as posé un certain nombre de questions pour voir jusqu'où ça allait en fait, pour être vraiment sûr que ce n'était pas juste un mot qui sortait du chapeau, et de se rendre compte qu'effectivement, c'était un de mes piliers, l'autonomie. Et après, elle m'a dit, débrouille-toi pour les autres. Ce que j'ai fait, et effectivement, donc du coup, c'est sorti avec AGAP, donc il y a l'autonomie, la gaieté, l'authenticité,
et le partage. Elle me regarde alors qu'elle est Oui, mais souvent il y a un bug, et en plus en regardant sur la GAP, parce que Valérie me dit, essaye de trouver un acronyme. Et tout à l'heure, j'ai dit, ah bah oui, mais c'est des agapes. Mais c'est quoi les agapes déjà? Et c'est un repas joyeux, enfin bon, si on enlève le côté premier repas des chrétiens, mais repas joyeux et partage. Et du coup, je dis c'est chouette parce qu'il y a le partage, il y a le côté joyeux, le côté authentique aussi, parce que quand on est dans un repas entre amis ou entre connaissances, généralement on est plutôt dans ce qu'on est, sans mettre de masque. Et en grec, agapi, agapos, ça veut dire j'aime. Allez, merci. On va bien pouvoir rencontrer le... Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, en fait, avec le recul, ces valeurs, c'est ce que je véhicule depuis un certain nombre d'années, mais sans en avoir vraiment totalement conscience. Et ça, c'était vraiment chouette de dire, ah, mais c'est moi. Parce que l'authenticité, c'est ce que je suis au quotidien. Quand je faisais des séances, je parlais de mon histoire sans problème. Même au sein de la RBA, quand j'ai rencontré quelques soucis, j'ai eu une discussion avec l'un, j'ai dit non, mais on peut en parler à tout le monde parce que c'est un point important pour tout le processus. Donc voilà, appuyer à chaque fois sur un point. Oui, la question qu'on pourrait te demander, c'est comment tu vas incarner ces valeurs identifiées dans le contexte de ton activité de bien-être, justement. Comment ça se concrétise? Alors pour l'instant, c'est pas encore très précis. Par contre, j'ai un projet de lancer une journée de formation pour transmettre des outils faciles pour rendre les gens en fait autonomes, encore là, en rigolant, enfin en étant joyeuse, de façon ludique, parce qu'il faut que ça soit rigolo, sinon je m'ennuie, et si je m'ennuie, il n'y a rien qui va ressortir. Voilà, c'est vraiment en fait tous les mots dans le partage, dans la gaieté. Donc voilà. Et puis même à titre personnel, d'être partie, j'avais une discussion importante à avoir avec mon conjoint, et je ne savais pas du tout comment l'aborder, et effectivement en me reconnectant à mes valeurs, mais ça a été d'une fluidité, et surtout en étant dans l'authenticité. Et parfois on se cache derrière des masques pour X raisons, et vraiment l'exercice du coup m'a beaucoup apporté. Des questions? Avez-vous des questions? Alors, moi je me présente. Donc moi je suis Amandine Claveau, donc je suis formatrice indépendante et j'accompagne les professionnels qui interviennent auprès des seniors. Donc moi je fais en sorte que ces professionnels gagnent en fun dans leur quotidien professionnel et en compétences bien sûr. Alors moi ce soir, ma mission c'était de vous parler du fameux client idéal, le persona, personae, avatar. Donc le truc où tout le monde dit voilà, j'ai même pas eu besoin de dire ben oui, mais parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce fameux client idéal ou avatar ou persona, vous choisissez le nom qui vous va bien, en fait c'est un élément fondamental dans la création ou dans le développement de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, vous avez dû entendre cette phrase de nombreuses fois, mais si vous adressez à tout le monde, vous adresserez finalement à personne. Donc on a envie, oui, mais je suis capable de faire ci, j'ai telle offre, je peux faire ça, mais au final, est-ce que vous vendez réellement? Est-ce que vous adressez réellement à votre client idéal? Quand vous vous lancez, je prends l'exemple parce que au sein de la RBA, on a des personnes qui se lancent ou qui redémarrent une activité, et il a été nécessaire de retravailler ce persona parce que, au final, c'est de dire, ok, j'ai mon projet, j'ai ma mission, j'ai ma vision, je sais ce que je veux vendre, je ne sais pas encore comment, mais c'est surtout, ok, pour qui, auprès de qui tu vas contribuer dans la mission, dans la vision de ton entreprise. Et donc c'est nécessaire. Ce travail, ça demande un temps de dingue d'enquête. Il va falloir collecter de l'information, donc qui elle est. Alors moi je dis elle parce que je m'adresse principalement à des femmes, le client idéal, mais c'est de découvrir qui est ce client idéal, de le connaître par cœur. Donc des fois je pousse même dire est-ce que ton client idéal a des animaux de compagnie? Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais parce qu'en fait, tout ce que vous allez collecter à un moment donné va vous servir dans votre communication, dans vos offres,
et dans les soirées de réseautage, vous ne savez pas, à un moment donné, vous allez peut-être avoir un client potentiel et ça va attaquer sur un biais, des fois, on ne s'imagine pas, sur un sport qu'on peut partager, sur une dernière lecture dans un magazine, enfin voilà. Donc ce travail est vraiment très important. Pour le faire, alors c'est là où c'est le travail laborieux. Aujourd'hui, il existe des outils assez sympathiques. Le fameux, alors moi je l'appelle GPTO, mais c'est ChatGPT. Donc tout le monde en entend parler, tout le monde dit oh mon Dieu, au secours, ou non, c'est pas pour moi. Ok, je l'entends et je comprends, mais il faut bien le replacer comme un outil. Oui, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est une machine où quand vous mettez ce qu'on appelle le prompt, donc les bonnes informations, va vous donner des données. Et après, à vous de vous servir de ces données pour construire votre client idéal. Cet outil, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos offres, dans vos contenus, pour écrire des articles, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça sous-entend qu'il faut quand même, si j'utilise cet outil sur la partie communication, ça sous-entend qu'il faut quand même placer un cadre et donc dire « je m'adresse à ». Et donc là, vous devez donner un maximum d'informations sur votre client idéal pour qu'il vous donne des pistes pour, je ne sais pas, écrire un article de blog ou un post LinkedIn ou autre. Vous avez deux autres outils qui sont deux sites internet où en fait, à l'intérieur, vous allez pouvoir entrer des mots-clés et ils vont vous générer les phrases ou les mots ou les questions qui ont été tapées le plus souvent sur Google. Donc en fait, ces deux outils-là, pareil, ce sont des grosses machines, des algorithmes qui font remonter toutes les questions les plus fréquemment posées. Donc imaginons, si je prends mon exemple, je mets animation, métier, Alzheimer, et ben ça va me ressortir toutes les questions que les professionnels ou autres peuvent se poser. Et donc ça va me permettre au moins de pouvoir après travailler ma communication ou mes offres. Ça va ? Alors, 6 raisons. Moi, j'en détermine 6. Pourquoi faire ce travail-là ? Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous adressez à trop de monde, vous allez toucher personne. C'est quand même un moyen pour vraiment vous différencier de votre concurrence sur votre marché. Parce que, je vais prendre mon propre cas, des formatrices en gérontologie, oui, il y en a pléthore. Après, moi, je me place sur le domaine d'expertise de l'animation. Après, si je reviens sur mes valeurs, ma mission, je viens sur le côté fun, transmission, partage. Donc, moi, mon personnage, je ne vais pas aller toucher l'ensemble des professionnels de la gérontologie, je vais m'adresser aux animatrices. Et je vais travailler sur les animatrices. L'animatrice, elle a quel âge, qu'est-ce qu'elle fait, mariée, pas mariée, etc. Donc, ça vous permet vraiment de vous positionner. De ne pas perdre votre temps. Donc, de ne pas perdre non plus en énergie, parce que, encore une fois, quand vous allez réfléchir sur vos offres ou sur votre communication, vous allez savoir à qui vous adresser. Alors, des fois, je les fais rire, les membres de la RBA que j'accompagne sur ce travail-là, mais je les pousse à dire, mais ok, mets carrément une photo de cette personne. Donc, si demain elle s'appelle Laurence, trouve la photo de Laurence, et quand tu t'exprimes ou quand tu dois travailler ton offre, tu mets la petite photo de Laurence avec sa petite fiche d'identité à côté, et puis voilà, tu travailles comme ça. Ça permet surtout de comprendre le langage. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler son client idéal ? C'est parce qu'en fait, vous allez détecter les besoins et les souffrances de votre client. Je vais laisser tout à l'heure Rosette témoigner, mais si dans votre communication et dans vos offres, vous placez des mots-clés, des phrases-clés en donnant des solutions que peut apporter votre offre de service ou votre produit, votre client va dire « mais attends, c'est fou, on me connaît, c'est exactement ce que je pense, ou c'est exactement ce que je dis ». Donc en fait, ils vont s'identifier et donc vont aller voir plus loin sur ce que vous proposez. Ça vous permet aussi, quand on travaille sur le persona, de savoir où ils vont. Alors quand on dit où ils vont, c'est par exemple, est-ce qu'ils vont plus consommer, on a pris l'exemple ce matin avec Agnès sur les magazines, sur les réseaux sociaux, le type de site. Est-ce que c'est une cible qui va consommer du podcast parce que la personne se déplace beaucoup en voiture? Enfin, c'est toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que demain, il va falloir aller, si votre persona est sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ça ne veut pas dire qu'il faut aller partout, pas du tout. Il faut faire aussi en fonction de ce qui résonne pour vous. Et si demain vous me dites, mon client idéal, elle est sur Facebook,
et qu'elle a l'habitude de trouver l'information, de se divertir de cette façon, si vous n'y êtes pas, à un moment donné, ça peut poser problème dans la stratégie de développement de votre entreprise. Donc il faudra y aller, et si on ne sait pas faire, c'est comment je fais. Est-ce que je me forme, comment je me fais accompagner pour réussir. Et bien sûr, le point, le nerf de la guerre, c'est qu'en connaissant bien votre client idéal, vous allez mettre en face souffrance, besoin que vous avez détecté chez eux, avec une offre que vous allez avoir en face. Ça va? Des questions? Des remarques? Je sens là, non? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que Rosen vienne témoigner. Mais ce que je vais faire, c'est juste lui poser 2 questions pour qu'elle puisse partager son témoignage. Donc Rosen, en fait, ce que je vais te demander de faire, c'est voilà, de te présenter et de dire quel impact a eu ce travail du persona sur ton projet d'entreprise. Donc bonsoir, donc, je m'appelle Rosen et je suis en train de cofonder l'entreprise Ephilogie avec ma mère. Et en fait, on est en train de mettre en place des stages dans le cadre du développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, pour surtout apprendre à s'aimer et vivre la vie qu'on veut vivre en accord avec la personne que l'on est réellement. Et finalement, au démarrage de ce projet, la question du persona, on en avait déjà entendu parler chacune de notre côté parce qu'on avait déjà une expérience dans l'entrepreneuriat chacune séparément. Et ça nous a fait un petit peu peur quand tu nous as dit de vraiment cibler un type de personne avec autant de détails sur cette personne-là, parce qu'on avait l'impression qu'on allait devoir toujours rester forcément focus sur ce type de personnes qu'on pouvait cibler. Et en fait, le travail était hyper intéressant parce que tu nous as bien expliqué que c'est un point de départ qui va nous permettre de nous faire connaître de manière plus efficace, de mieux forcément du coup pouvoir parler de ce qu'on a proposé par rapport aux personnes qui sont directement concernées. Et une fois qu'on maîtrise ce sujet-là, plus tard on pourra ensuite faire évoluer, si on en a envie, notre persona. Et ça a été un travail aussi extrêmement intéressant parce que forcément il a fait écho à nos valeurs, ce qui était nécessaire, et ça permet de savoir exactement à qui on veut s'adresser et est-ce qu'en s'adressant à ce type de personnes, nous aussi on est en accord avec ça et est-ce que ça nous plaît et ça nous fait plaisir de travailler pour ces personnes-là. Et du coup, je rebondis aussi sur la stratégie qu'on est en train de mettre en place pour se faire connaître en communication. Est venue aussi la question de est-ce qu'on se fait connaître au sein des entreprises pour proposer des formations d'entreprise, auprès de l'individu seul, le particulier, etc. Et finalement, c'est aussi grâce aux valeurs et en allant travailler sur notre personnel de manière extrêmement précise qu'on a pu prendre une direction et mettre certaines de côté alors qu'elles auraient pu être envisageables en fait. Mais ça nous correspondait moins. Donc voilà. Entrepreneurial. La posture, en fait, là on va parler dans le cadre de l'entreprise, mais elle est bien sûr de posture dans la vie. C'est de ça dont on va parler. Donc la posture, là, on est parti sur deux parties qui sont bien sûr totalement liées. La personnalité, le côté connaissance de soi, qui êtes-vous, et surtout comment vous apprenez à mieux vous connaître. Et dans tout ce qu'on a partagé, dans ce que partagent aussi les personnes qui agissent dans le bien-être, eh bien c'est un axe qui va vous donner une énergie, une puissance de fou. La plupart du temps, quand on n'est pas bien, c'est que c'est un petit peu tout ce qu'on a parcouru depuis le début, c'est qu'on est un peu à côté de sa mission, un peu à côté de ses valeurs, un peu à côté de qui on est vraiment. Et quand on développe sa posture, la plupart du temps, c'est qu'on a vraiment avancé sur notre connaissance de soi. Donc il y a cette partie personnalité. Ensuite, cette partie personnalité elle a un impact en fait gigantesque sur tout votre équilibre de vie, qu'il soit professionnel ou personnel. Alors bien souvent, dans le milieu du travail, on va dire il y a ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais bien sûr, on est toujours un et on est toujours une entité. Donc tout est toujours intimement lié.
Donc voilà, on a commencé un petit peu à en parler. Cette posture, en entrepreneuriat, elle est vraiment capitale. Et bien souvent, quand on démarre, on ne la connaît pas, notre posture entrepreneuriale. Et avec les événements, avec ce qui se passe, on réagit. La plupart du temps, on réagit avec comment on s'est construit. Encore une fois, nos valeurs, comment on les connaît. Avec notre passé, notre éducation, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, les médias, etc. etc. Et puis le temps avance, on a avancé sur la mission, sur les valeurs, sur notre client idéal, et notre posture évolue aussi. Elle évolue vraiment avec ça. Est-ce que déjà, vous, ça vous parle, la posture entrepreneuriale? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez senties avancer là-dessus? Oui, Laetitia, tu dis, je vois qu'il fait un haussement de tête. Tu veux nous partager quelque chose? Moi, j'ai un coaching, et c'est vrai que je suis à mon compte depuis début 2020. C'est un peu la vie qui est preneur. Et au début, j'avais pas du tout la posture. Et même si aujourd'hui, je me sens pas encore très à l'aise ou coquette avec ma posture, enfin, en tout cas, je l'ai pas encore comme un réflexe, mais j'ai senti au cours déjà des 3 dernières années que je me sens plus forte et que moi j'accompagne des PME qui sont quand même en croissance. Là, j'accompagne une très grosse PME dont le patron est un très gros patron. Et en fait, j'ai passé 15 ans à être salarié, à avoir peur de mes patrons, et aujourd'hui je parle à lui et j'ai pas peur, parce que c'est un mec qui fait ses millions. Mais en fait, c'est un million parce que je ne sais pas faire ce que je sais faire et je ne sais pas faire ce que je sais faire. C'est pour ça que je suis à ma place avec la sienne. Et c'est vrai que ça a changé mon rapport avec ce côté un peu peut-être hiérarchique. Quand j'avais un patron, aujourd'hui j'ai un client, je suis quand même obligée de faire attention, mais je suis plus en dessous. Vous entendez, le discours de Laetitia, il est vraiment intéressant, parce qu'elle a une vraie posture, elle a une vraie assise quand elle parle, vous avez vu, sa voix, elle envoie, et elle sent et elle exprime qu'elle est montée vraiment dans son degré de confiance. Et bien effectivement, la posture en fait c'est ultra vaste. C'est avant tout de la connaissance de soi qui va vous permettre d'avancer sur votre confiance, d'avancer sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc c'est vraiment capital d'aller chercher un petit peu ce que vous avez à l'intérieur et ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. C'est une question basique pour nous en coaching, comme on pourrait le dire avec Valérie, mais la posture, c'est vraiment aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous et le mettre devant vous. Alors oui, je viens de penser que je ne me suis même pas présenté, parce que j'ai enchaîné sur la transition avec quelques-uns d'entre vous me connaissent. Oui, en 2-3 mots, donc moi je suis personal trainer et coach mental. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que je vais aller m'occuper aussi bien du corps et de l'esprit et des freins. L'idée, le coaching mental, c'est surtout d'aller amener beaucoup de sérénité à tout un tas de choses qui peuvent paraître des problèmes, quelquefois qu'on grossit énormément à la Steven Spielberg, et d'aller les dégonfler avec une petite aiguille dans le ballon là, pour que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, juste en quelques mots très rapides. Alors, pourquoi travailler cette fameuse posture, hein? Donc, alors voilà, oui, j'ai pris justement le jeu de mots du sport. Alors, s'il y a des coureurs parmi nous, vous pouvez vous inspirer de cette petite image. Et, alors, je ne sais pas si vous voyez d'ici là, mais en fait, quand on est mal placé, que ce soit en course à pied ou dans la posture entrepreneuriale, eh ben, ça fait mal. Quand je suis mal placé, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne suis pas à ma place. Et vous voyez, posture déséquilibrée. Peut-être vous allez voir. Puis il y a des douleurs. Parce que bien souvent, quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'êtes pas à votre place, quand vous perdez confiance, qu'est-ce qui fait votre corps? Il fait mal. Ouais. Je peux même vous dire où il fait mal. Hein, souvent, très connu, j'en ai plein de dos, dans le bas du dos, vous pouvez avoir aussi des douleurs là. Juste derrière là. Et puis d'autres dans le cou, dans les trapèzes, des mal de tête, des soucis pour dormir, etc., etc. Votre corps, il est assez extraordinaire parce qu'il va, mais alors vraiment beaucoup plus vite que votre cerveau. Si on devait donner une image, vous voyez la Tour Eiffel? Votre cerveau, vous mettez un Playmobil à côté de la Tour Eiffel. Et votre corps, c'est la Tour Eiffel.
à quel point il capte vite les informations de votre inconscient. Il prend tout, il prend tout, il prend tout. Et quand vous n'êtes pas dans votre posture, dans vos valeurs, dans vos missions, quand vous êtes à côté de la plaque, eh ben, lui, il vous raconte des choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller écouter tout ça. Alors, améliorer, comprendre sa posture, c'est vraiment lié à aller oser faire des choses aussi. Oser entreprendre, c'est aussi prendre sa posture. Oser faire ce qui vous parle. Vous voyez, j'ai marqué, c'est surfer avec plus de sérénité sur vos forces et vos faiblesses. Mais comment on connaît ses forces et ses faiblesses? Ben, il faut aller taper dedans, il faut aller se consacrer, il faut aller oser aller voir qui l'on est. Quand vous allez grandir sur votre posture, vous allez en fait être beaucoup plus efficient. Vous allez doser. Vous allez être capable, tout à l'heure on parlait de personae, et ben, de dire mais oui, mais moi c'est avec telle personne que j'ai envie de travailler. Parce que vous allez l'avoir ressenti, vous allez gagner là-dessus. Du coup, ben, vous allez être moins fatigué, vous allez prendre plus de plaisir aussi à travailler. Et peut-être qu'une journée de 8 heures d'avant, vous allez en faire 15 heures et elle va bien se passer. Parce que ça va vous nourrir. Ensuite, on le disait tout à l'heure, et Laetitia l'a très très bien exprimé, ça va vraiment renforcer votre confiance. Et puis quand on développe sa posture, on gagne énormément de clarté. Alors la clarté, c'est un point clé à développer. On en a parlé depuis le début. Mais la clarté, qu'est-ce que c'est la clarté? C'est être capable d'avoir son pitch, mais pas que son pitch. C'est surtout être capable de savoir où on veut aller, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Mais vraiment, du quotidien jusqu'à un peu plus loin, soit dans le travail ou dans le perso. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, je l'aime beaucoup. Votre attitude va déterminer votre attitude. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences, peut-être, quelque chose à nous partager là-dessus? Alors, on va continuer. Alors, justement, pour continuer tout ça, je vais appeler Ludivine et Astrid. Toutes les deux. Hop, hop. Voilà, parce que donc Ludivine et Astrid, elles sont donc, comme vous l'avez compris, dans le parcours RBA. Et puis, on va commencer par Ludivine. Est-ce que tu vas déjà te présenter en quelques mots? Bonsoir, donc, je m'appelle Ludivine. Je suis musicienne professionnelle, passionnée, et j'enseigne le piano et la guitare. Voilà. Donc, j'ai créé Musiquez-vous, le plaisir avant tout. Donc, en fait, c'est une structure où je propose d'apprendre le piano ou la guitare par l'instrument à travers ses sens, ses émotions. C'est apprendre la musique en harmonie avec soi-même. Voilà. Merci beaucoup Ludivine. Alors Astrid, je les ai invitées toutes les deux parce qu'elles vont justement nous parler de posture. Bonsoir. Moi c'est Astrid, je suis consultante en gestion de patrimoine. C'est une reconversion. J'ai fait des études d'expertise comptable, j'ai été pendant directrice financière et j'ai pris la décision d'accompagner les gens puisque je trouve qu'en France on manque d'éducation financière. On ne sait pas trop où aller mettre notre argent, comment faire fructifier. Voilà. C'est moi, c'est C'est pas là, c'est sur l'ordi. C'est la télé. C'est la télé normalement. T'inquiète pas, Astrid, vas-y. C'est pour respirer, c'est pour respirer. Donc voilà, j'accompagne aussi bien les particuliers que les entrepreneurs pour créer de la valeur. Et comment créer de la valeur? En faisant un bilan, donc en discutant beaucoup avec vous lors d'un premier rendez-vous pour vous faire un bilan, parler de vos objectifs, de votre horizon, de voir un peu ce que vous voulez faire, si vous avez des grands rêves, des grands projets, et de voir comment on peut y aller par des stratégies patrimoniales. Mais voilà, il faut qu'on se rencontre
pour discuter de tout ça. Ce sera plus simple. Alors Astrid, garde le micro puisque tu l'as. Alors dis-nous, maintenant que tu t'es présenté, juste avant, je dirais, de démarrer, comment ça se passait sur ton projet entrepreneurial, un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, la confiance, la posture, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'était pas top. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je me suis reconvertie, c'est déjà parce que c'était pas top en tant que salariée. Avant de rentrer à la RBA, j'avais pas confiance, j'étais toute seule. Et je rejoins Stéphane, la solitude, c'est compliqué. Quand on démarre, quand on a fait face à des problèmes, se remettre en question aussi, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et la RBA est un comité qui nous aide beaucoup. Enfin, vous nous écoutez, vous nous posez des questions. Au secours. Non, mais elles sont... Il faut, parce que c'est des questions qu'on a besoin de se poser pour avancer. Et je dirais que maintenant, après 1 mois et demi, j'ai pris des décisions que j'aurais jamais osé prendre, ou je les aurais prises, mais je me serais planquée, enfin, je me serais pas en courant. Et là, je les assume carrément. Et je vais beaucoup mieux depuis. Non, mais voilà, j'ai pris en responsabilité, en confiance. Et pourtant, Dieu sait que c'était pas mon truc. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la posture. Et maintenant, je me sens bien dans mes pompes d'entrepreneuse, enfin de jeune entrepreneuse. Donc, si par là, je sais pas le cas, mais voilà. Mais par l'ancienneté, mais voilà. Merci beaucoup, Astrid. Bravo à toi. Alors Ludivine, toi, dis-nous, comment c'était juste avant? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, juste avant la RBA, en fait, j'avais un projet. Donc j'ai eu 20 ans en tant que salarié avant. Et du coup, j'avais aucune idée comment pouvoir mettre en place ce projet et surtout par où commencer et tout ce qu'il y avait à faire donc, pour mettre en place ce projet. Voilà, et j'avais aussi besoin de me retrouver bien, je dirais, physiquement dans mon corps. Parce que je ne faisais plus de sport et des coups de fatigue, etc. Donc pour avancer, il faut aussi se sentir bien dans son corps. Donc coaching sportif, qui m'a beaucoup aidé déjà à trouver un bon dynamisme et du coup de la confiance en moi. Voilà, et ensuite, donc, par tous les coachs de la RBA, on a vraiment des experts qui nous aident beaucoup et qui ont chacun leurs compétences spécifiques. Donc, moi, j'ai trouvé beaucoup de réponses à toutes mes questions et j'ai donc créé Musiquez-vous il y a 2 jours. Donc, j'ai débuté la RBA mi-septembre. Voilà. Et pas que, t'as envoyé des clients, t'as facturé. Voilà, des nouveaux clients, j'ai facturé et donc comme je vous disais aussi, je vais vous faire un témoignage qui m'est arrivé ce midi. Donc je suis musicienne professionnelle aussi, mais bon, je suis musicienne en duo avec une violoncelliste et c'est surtout elle qui va chercher les contrats. Et en fait, ce matin j'ai assisté aux 2 conférences de la RBA qui ont été très inspirantes. Donc ce midi, je suis allée déjeuner dans un restaurant et lorsque j'ai été payer l'addition, je vois une affiche qui dit samedi soir, le groupe de guitare, je sais pas. Et bien, sans réfléchir, en fait, je me suis lancée. J'ai dit, ah, mais vous faites des concerts? Je dis, moi je suis musicienne professionnelle en duo avec, j'explique. Et puis il m'a dit, très intéressant, je vous donne ma carte et ça m'intéresse beaucoup, donc appelez-moi et on organise un concert. Wow. Voilà. Donc surveillez le programme. Le duo cello piano. Là, c'était l'envolée, ouais. Juste en face, de l'autre côté du lac. C'est vrai. Vous étiez partis sur un autre restaurant. Oui. Non, c'est la première. Voilà. Mais maintenant que tu le dis, moi j'ai peut-être un endroit pour. Ah bah super. Allez, 2-2. Et voilà, c'est fait pour ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à Astrid et à
Moi, une Astrid, ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans cette activité? Ça fait 1 an et demi. J'étais en double activité pendant 6 mois et je suis à mon compte depuis le début de l'année, etc. Ben merci, vous pouvez vous installer. Je vais passer la main à Corinne. Bonsoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Corinne Perron, je suis agent général d'assurance. J'accompagne des dirigeants pour les protéger sur tous les risques liés à leur activité et tout ce qui concerne la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Alors mes petits camarades, ils vont parler de plein de trucs, essentiellement de mots. Je vais vous pourrir la fin de soirée puisque moi je vous parle des chiffres parce que c'est bien gentil d'avoir une entreprise, c'est bien gentil d'avoir une vision, une mission, de trouver son client idéal, mais le nerf de la guerre, je vous le rappelle, c'est quand même les pépettes, les sous. Et donc je vais vous parler du budget prévisionnel, alors qui est un outil, une partie de ce que vous allez trouver dans un business plan. Alors, ça n'est qu'une partie, mais ça me semble être un outil en tout cas, à mon avis, sous-utilisé. Et donc, je vais essayer de vous inciter, de planter la graine pour que vous l'utilisiez plus souvent. Qu'est-ce qu'on met dans un budget prévisionnel? Alors, ça paraît tout bête de vous dire ça, mais effectivement, on va y mettre le chiffre d'affaires que vous allez estimer, les recettes de vente de vos produits, de vos prestations. Vous allez éventuellement y mettre des subventions ou des aides si votre activité vous permet d'avoir ce genre de choses. Et puis, vous allez également y mettre toutes les charges liées à l'activité d'une entreprise. Que ce soit les charges d'activité, les charges de fonctionnement, les charges sociales, les charges fiscales, les charges financières, etc. Et vous allez pouvoir estimer comme ça si votre société va être en bénéfice ou en déficit. Alors comme ça paraît très très simple, mais tous ces chiffres-là, ils sont pas toujours évidents tout de suite. Il faut réfléchir à ces offres, il faut réfléchir par rapport à la stratégie qui est mise en place et essayer d'évaluer un petit peu ce que va pouvoir donner. D'abord, ça peut permettre de savoir si le projet est viable ou pas. Et ce budget prévisionnel, qui en a fait cette année? Ok. Alors, la navigation au doigt mouillé, ça marche aussi. C'est un peu plus risqué, mais ça marche aussi. L'idée, c'est souvent, en fait, on rebute à l'exercice du budget prévisionnel parce qu'on a l'impression de ne pas trop savoir ce qu'on va mettre dedans. Un budget prévisionnel, vous allez le faire à différentes périodes et pour différentes raisons. À la création de l'entreprise, c'est indispensable. C'est ce qui va permettre de savoir si le projet est viable ou pas. Ça va vous permettre de projeter déjà sur 1 ou 2 années ce que ça peut donner. Pour moi, c'est quelque chose qu'on refait au moins tous les ans. Et vous pouvez aussi le faire sur des visions à plus long terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand il y a des perspectives, des projets de développement d'entreprise. Ça peut vous permettre aussi de voir sur du plus long terme le développement de votre entreprise. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avant chaque nouvelle offre ou chaque nouveau produit. J'ai envie de lancer une nouvelle offre, est-ce qu'elle tient dans mon budget? Je ne sais pas, par exemple, vous avez envie de développer de la vente en ligne. C'est que si vous avez un site internet où il n'y a pas la partie vente en ligne possible, en fait, il va quand même falloir mettre à un moment donné un développement peut-être sur votre site internet, donc ça va générer des coûts. Et tout ça, c'est des choses qui s'anticipent pour que le projet soit viable. Vous pouvez l'utiliser aussi pour un projet ou un événement. Quelque chose qui va être plus ponctuel, mais qui va peut-être nécessiter la gestion d'un budget un petit peu plus complexe. Pourquoi on fait un business plan? En général, on le fait pour clarifier le projet. C'est ce que je vous disais, savoir si éventuellement savoir s'il est viable. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vérifier vos prix, éventuellement voir votre rentabilité. C'est des mots parfois qui fâchent, mais qui sont quand même importants.
Et puis, ils vont vous permettre aussi d'anticiper les risques, savoir ce que coûte, je sais pas, une machine, savoir ce que coûtent vos salariés, ce que coûterait l'embauche d'un salarié. Voilà. En fait, c'est vraiment cet outil-là qui va vous permettre d'avoir une vision chiffrée de votre entreprise et de savoir si... alors, on est bien sur un prévisionnel, et ce prévisionnel, vous y revenez régulièrement. C'est-à-dire qu'en cours d'année, vous réajustez le prévisionnel et puis vous en refaites un pour l'année d'après, parce que c'est un exercice, comme je vous disais, qui est au moins à faire tous les ans. Oui, c'est récurrent. Enfin, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon récurrente. Le mieux, si quelqu'un vient de vous en parler, Rosen, est-ce que tu veux bien venir nous parler de ton prévisionnel? Je parle au nom de deux personnes. Donc oui, tu nous as fait faire le travail de budget prévisionnel. Justement, toujours pour savoir quel type d'offre on devait proposer. Et par rapport à tous les coûts qu'on prévoit, justement, la quantité de clients qu'on attend qui vont nous générer un certain chiffre d'affaires et du coup, quelle rentabilité on aura derrière. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant ce budget prévisionnel, ça nous a forcément fait changer un peu nos plans, ça a changé les échéances qu'on imaginait au démarrage et donc ça a éclairci aussi la vision qu'on a de notre projet. On revoit les choses autrement, mais on les accepte aussi. Enfin, voilà, ça peut être sur le coup, ça peut faire un petit coup au moral en se disant mince, ce que j'envisageais, ça va peut-être devoir être un peu décalé dans le temps. Et en même temps, ça rassure parce qu'on sait qu'on part sur des bases qui, a priori, sur le papier, sont solides. Ouais. Donc, ça a été hyper intéressant. Ouais. Pour compléter ce que dit Rosanne, il y avait au départ un projet qui était imposant et qui n'était pas forcément réalisable en une seule étape. Donc l'idée, ça a été aussi de les faire travailler en fait, sur un budget prévisionnel en 2 étapes. Une première étape qui permettait de lancer l'activité et de commencer à créer du chiffre d'affaires. Et elles ont un deuxième prévisionnel qui, lui, en fait, correspond à l'étape suivante, avec notamment la notion d'un tiers-lieu qui doit arriver. Mais ça, c'est dans une étape seconde. Donc, en fait, on a un prévisionnel pour le démarrage de l'activité au sein de l'entreprise, mais il y a un autre prévisionnel qui est déjà en route pour l'étape suivante. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de toujours avoir, en fait, un peu d'avance sur le projet et de pouvoir commencer à avoir une vision financière de l'étape d'après. Non, je pense que c'était bon. Est-ce que vous avez des questions? Qui c'est qui fait un prévisionnel? Ah oui, vas-y, pardon, Stéphane. Ouais, moi j'en fais un et je voulais souligner l'importance de faire ce prévisionnel et dans le temps, en fait, avec N+1, N+2 éventuellement. Exactement. Pourquoi? Parce que moi je me rends compte que j'avais fait cet exercice parce que ça permet d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs, de dire voilà où éventuellement je pourrais aller. Et on se rend compte que c'est bien de le faire lorsque on se rend compte que notre évolution elle va plus vite. Oui. Parce qu'il y a quand même des fois des choses positives qui se passent. Et quand ça va plus vite, on se dit mais alors est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux aller plus vite? Est-ce que j'ai les moyens? Comment je vais construire ça? Et ça donne une vision et ça nous permet de réagir, et de se repositionner en fait par rapport à ce prévisionnel et de se dire peut-être que ce que j'avais prévu en N+2, je vais le faire en N+1. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je vois souvent ça comme je dis souvent, c'est la vie de l'entrepreneur, c'est comme un grand tour du monde que vous faites. Et en fait, chaque étape, c'est une étape que vous allez, quand vous partez en voyage, à chaque fois, il y a quand même la notion du budget. C'est pas le même budget si demain je pars en week-end à Bordeaux ou si je décide d'aller en Chine. Et puis, au-delà du budget, c'est tout ce que ça va impacter. Si je décide pour aller en Chine de passer par l'Everest, il va peut-être falloir quand même que je m'équipe, peut-être que je me prépare un peu, peut-être que j'aurai quelques séances avec Cédric pour être capable de monter jusque là-haut. Et tout ça, en fait, ça va venir aussi s'inscrire dans le prévisionnel. Sur un week-end, ça va faire court, là, si vous parlez au reste.
Ouais, Il y a une pas de- semaine. À mon avis, il n'y a pas de budget à faire, c'est mort. Est-ce qu'il y a d'autres... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on démarre, on fait un budget prévisionnel pour essayer de voir ce que ça va donner, où ça va. Mais après, moi je suis une ancienne comptable, hein, donc je m'en suis bouffée du budget, j'en peux plus. Mais après, en fait, il y avait toujours un moment, alors c'était une grosse boîte, mais quand même, il y a des fondamentaux qui sont là. C'est régulièrement de mettre en regard le budget et le réalisé. Exactement. Et après, s'appuyer sur un réalisé, sur une histoire qui va permettre de réaffiner les projections. C'est-à-dire après, quand il y a des coûts fixes, les coûts fixes, on les connaît. Il y a peut-être à prévoir une augmentation, je sais pas, tous les ans, suivant que c'est un loyer ou quoi que ce soit. C'est facile. Après, quand on a du variable qui dépend du chiffre d'affaires, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand on a du réalisé derrière soi, ça permet, l'exercice est plus facile quand même. Et c'est très important de toujours mettre en regard, et pas forcément une fois par an, suivant la taille de l'activité, parce que a priori on est entrepreneur, mais on peut avoir une activité qui prend quand même de l'ampleur, hein, et de pouvoir regarder régulièrement où on en est du budget par rapport au réalisé, parce qu'on peut réajuster en cours d'année. Exactement. Alors pour être très clair, le budget prévisionnel, c'est bien un des outils qui sert à surveiller l'entreprise, bien évidemment que couplé à ça, vous allez avoir un suivi de trésorerie qui va vous permettre de savoir où vous vous situez, parce que ça n'est que du prévisionnel. La réalité d'une entreprise, ce qui fait qu'une entreprise vit, il y a son chiffre d'affaires, mais pour moi, la chose la plus importante, et le Covid a été extrêmement révélateur de ça, la survie d'une entreprise, c'est pas son chiffre d'affaires, c'est sa trésorerie. Bien sûr. Et ça, c'est un critère que trop souvent on oublie. On est souvent sur du fil tendu, et au moindre coup dur, ça devient très très compliqué. Le besoin en fond de roulement, le nerf de la guerre. Donc le budget prévisionnel, ça permet de mettre des chiffres, mais ça ne vous exonère pas de tous les tableaux de bord qui permettent de suivre en fait la survie de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu as des outils concrets, à part un bon tableau Excel que tout le monde sait faire? Ouais. Enfin, voilà. Parce que moi j'ai vu un outil qui s'appelle Fizi, qui m'a l'air super top, mais bon, pour les petites structures, c'est quand même très cher. Donc je voulais savoir si il y en a qui ont testé des trucs, parce qu'il est vraiment bien fait dans le sens où tu peux faire justement cette projection à 3 ans, 5 ans, en disant tiens là je veux par exemple prendre des apprentis ou je sais pas quoi, et du coup tu peux vraiment voir si tu es en capacité de le faire ou pas. D'accord. Alors cet outil-là, je ne le connais pas. Moi, j'avoue que je travaille avec du basique Excel qui, je trouve, pour de la petite entreprise, c'est relativement bien. Après, pour du suivi en tableau de bord, je ne connais pas cet outil-là. Je vais voter en touche en disant que c'est un peu le boulot des experts comptables, peut-être, Ça tombe bien, je vais bientôt le voir. Je ne sais pas où ils en sont, ça fait très longtemps, mais il y avait tout un tas d'outils dans la gamme des produits ciel à l'époque, c'est Sedge qui faisait ça. Et quand il y avait une comptabilité pas énorme, il y avait plein de petits modules, et notamment ça, et c'était vraiment pas cher. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que ça remonte. C'était Ciel et c'est Sedge, le produit Sedge qui faisait ça. Alors tu avais Ciel Compta, Ciel Facturation. Alors, moi, mon expérience, elle date, parce que ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. J'imagine qu'il doit rester des choses dans cet esprit-là. Et c'était très abordable, justement. D'accord. Ouais, donc je pense qu'il est, de toute façon, à mon avis, il existe des outils. Là-dessus, ouais. Mais demande peut-être à François Guéry, parce qu'à mon avis, il doit avoir des outils là-dessus. Après, je trouve que sur les outils, là aussi, vous obligez pas à utiliser un outil qui est pour vous une usine à gaz. L'outil doit être simple. Il faut que vous puissiez le manier facilement. Si c'est pour passer une demi-journée à essayer de faire un budget prévisionnel, c'est pas non plus l'objectif, quoi. L'idée, c'est que ce soit un outil que vous puissiez vraiment utiliser dans le quotidien. Mais tu sais, quand j'étais dans le groupe Orange, nous, on avait créé des modèles, des matrices en Excel.
et on avait mis des liens dynamiques, Oui, on c'est avait, ça, on c'est avait ça, mis c'est ça, tout ouais, un bon, truc, tout un ça. bazar. Et malgré que ce soit le groupe Orange, hein, c'est gros Orange, hein, et ben on faisait des trucs avec Excel et ça faisait très bien le boulot. Hein. Tout est faisable avec Excel. Après, c'est une question de maîtriser l'outil. Bien sûr, c'est ça, reste tu dois passer 3 jours. Et Ticia, toi, pour tu connais essayer des de outils faire, de ce type-là, toi? Bah, moi, j'en ai énormément de clients et je fais tout Excel. Parce Ah qu'il oui, n'y a pas, ouais, mais enfin, c'est il y a déjà une multitude d'outils, mais qui ne communiquent pas entre eux, qui sont difficiles à raccorder. Et la gestion comptable et la gestion de trésor, c'est deux mondes différents. Oui. Donc ça peut rester très difficile à raccorder. Et bon, après, oui, il y a Sage, donc, sur des volumes, c'est quand même un coût, même si ça reste un peu moindre par rapport à d'autres outils. Mais en général, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est toujours, on en revient à Excel. On a voulu quitter Excel parce que oui, on ne connaît pas bien, et qu'en réalité, je sais que les comptables, souvent, je ne connais pas beaucoup de comptables qui savent vraiment utiliser Excel, mais c'est ce qui est mieux. Et dans les modèles Excel qui sont proposés quand on se connecte, il y a des choses, il y a des choses plus ou moins complexes, il y a des choses qui peuvent correspondre plus à la prestation de service et plutôt à du produit. Donc il ne faut pas hésiter à les regarder peut-être, tu vois, dans ces outils-là. Oui, puis quand c'est bien construit, je veux dire, nous tous les mois, alors c'était plus un outil de reporting parce que le budget, il faut quand même il se fait pas tout seul. Mais je veux dire, tous les mois, vous avez du presse-bouton. Hein. Oui, non, c'est ça. Mais je pense que c'est le côté création d'un tableau. Mais c'est ça. Oui, mais peut-être que quelqu'un peut le créer, c'est que quelqu'un peut le créer, les montrer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu le truc parce que je l'ai fait donc justement avec le fameux Fizi là. En 10 minutes, le truc, il m'a sorti ce qui était viable, pas viable, justement, tu voyais ça se casser la gueule ou pas, voilà. J'ai trouvé ça génial. Ça coûte combien? Oh, bah, c'était un truc dans les 5 000 €, un truc comme ça. Oh, juste une paille, bah, tu mets dans ton budget, c'est un abonnement annuel. Ah, c'est un abonnement annuel? Ah oui, bah bien sûr. Il suffit de le mettre dans ton budget. Et ben voilà, je l'ai mis dans mon prévisionnel et paf, ça passe pas. Déficit. Tu vas te planter à cause de l'outil. C'est un peu dommage. Donc, oui, parce que c'est un truc sous licence, etc. C'est un outil super pour ça. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe un truc un peu plus... Moi, je te passerai ce que j'ai. Mais ça doit exister, hein. Il faut juste chercher, quoi. Voilà. Les chevaux sont lâchés, on va chercher. C'est vrai qu'après, quand il y a un expert comptable, c'est aussi... Ouais, je vais... Et lui, d'avoir l'outil en interne. Ouais, il a peut-être ça, ouais. Souvent, ils proposent, en fait... voilà, des outils de tableau de bord ou ce genre de choses qui permettent d'avoir un certain suivi. Oui. D'autres questions? Ok. Bon. Je reprends juste la parole pour conclure. Clôturer. Je pense que vous commencez à tous être un petit peu fatigués. Donc on va conclure. En filigrane, on a beaucoup parlé de la Rooftop Business Academy, mais on ne vous a pas dit exactement en quoi ça consistait et ce qu'on avait mis en place pour accompagner les entrepreneurs. Le parcours de la Rooftop Business Academy commence par une chose en fait qui est essentielle, qui est l'audit. Qui est l'audit RBA. Donc en fait, effectivement, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. C'est pas mal ça. Donc en fait... Il est content. C'est pour gratuit là. Je suis un petit peu fatigué aussi. Et donc on propose en fait, en préalable, en fait, à ce qu'on appelle un audit, qui contient lui-même un pré-audit, qui est en fait un questionnaire en ligne, qui contient 30 questions qui portent sur 6 axes différents. Le premier, c'est ma situation personnelle, le deuxième, ma situation entrepreneuriale, le troisième, ma posture, mon relationnel, mes émotions, le quatrième, mon organisation, le cinquième, mes stratégies de communication et commerciale, et le sixième, ma gestion financière et administrative. Donc vous voyez, on scanne vraiment l'ensemble en fait de la situation professionnelle, mais aussi personnelle de l'entrepreneur, puisqu'en fait les deux sont vraiment liés. Et donc une fois que ce pré-audit est rempli, alors pour ceux qui l'ont rempli, c'est à peu près 1 heure pour remplir ce questionnaire. Plus que ça. À peu près une journée, quoi. J'allais dire prévoir la journée comme ça t'es là. C'est ça. Ah non mais ça gratouille, hein. Les questions, elles te chercher. C'est fait pour. Bah oui, mais donc c'est pour ça que tu réponds de minutes.
restaurant. Mais je les connais, c'est délicieux. Non mais au début, non mais une trentaine de minutes. Non. Puis tu sais, au bout de... Je suis arrivée à la troisième question. Je pense que ça devient de triturer à des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Voilà. Donc, une fois que ce questionnaire a été rempli, nous derrière, on regarde ce qui a été mis, on analyse, on fait une première analyse de ce questionnaire et on prépare en fait un entretien d'audit qui dure lui 1h30 et qui est réalisé avec 2 ou 3 des membres du collectif donc ici présents. Donc les 2 ou 3 personnes sont choisies en fonction en fait des problématiques ou des thématiques qui sont émergentes à l'issue de ce qu'on a vu dans le pré-audit rempli en ligne. Donc 1h30 d'entretien. Et puis nous, on remouline derrière, on refait une analyse, un collectif derrière, et en fait, on établit un rapport d'audit qui reformule, en fait, qui va vous aider à reformuler vos objectifs et qui va comporter un certain nombre de recommandations. Et parmi ces recommandations, il peut y avoir celle de suivre le parcours RBA derrière qu'on va proposer. Donc l'audit RBA, c'est en lui-même, avant de parler vraiment du parcours de 5 mois qu'on propose derrière, c'est c'est une vraie expérience à part entière et c'est un produit qui est autoportant, que nous on aime bien présenter comme un produit autoportant. C'est-à-dire que même les gens qui ne continuent pas avec le parcours derrière ont déjà beaucoup avancé rien qu'en remplissant et en faisant cet audit. Pourquoi ? Parce qu'il permet de prendre du recul, de conscientiser certaines problématiques qu'on laisse plutôt souvent enfouies et qu'on refuse de s'avouer ou qu'on ne prend pas le temps en fait de s'avouer. Parce qu'il permet de se fixer et de prioriser ses propres objectifs, et puis du coup de bénéficier des recommandations du collectif RBA, puisque derrière, en fait, on a 5 personnes qui ont lu les réponses et qui vous ont eu aussi en entretien, et qui vont vous permettre de faire des recommandations qui sont plutôt ciblées par rapport à vos problématiques. Donc voilà pour cet audit. Alors je vais vous montrer en fait une petite vidéo, on a concocté une petite vidéo, certains vont se reconnaître, pour vous montrer ce que c'est que cet audit. La connaît la dame, hein. Il faisait moins. C'était plus chaud. Ah mais ça marche pas. C'est dommage. Tu vas aller chercher sur la chaîne YouTube. Quelle mauvaise foi, ouais. Donc, je vous demande juste une minute. Ah, mais j'ai encore. Et en attendant, je pose une question pour meubler. Oui. Vous mettez combien de temps à analyser les réponses ? Un certain temps, c'est une bonne réponse. Tu veux dire combien de temps où on reçoit l'audit rempli, les questions là qui ont été. Où tout le monde dit non, c'est pas une demi-heure, c'est 3 heures. Alors, entre le moment où. Ah bah ça y est, c'est pour répondre. Oui, Voilà, méthodique. entre le moment où vous remplissez le questionnaire en ligne et on va dire le compte rendu final. C'est ça la question ? Non, la question c'est une fois que le questionnaire en ligne est rempli, est rempli avant l'entretien, vous mettez combien de temps ? Au moins 1 heure chacun. Enfin, pour nous analyser. Oui, on prépare, quelles questions on va poser. Est-ce que la question c'est combien de temps après il y a l'entretien ? Ou est-ce que c'est non, le temps le temps de pour analyser. Ah ouais, au moins 1 heure chacun. Et après on partage. Oui, parce que en fait, chacun fait sa lecture individuellement. Et après, on a nos regards croisés par rapport à nos expertises et nos expériences. Donc, on n'a pas tous le même. Nos expériences, donc on n'a pas le même filtre de lecture. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ça qui est intéressant. On y va ? C'est parti. Merci pour la question. Merci pour les meubles. Non, mais c'est intéressant. Oui. Pouvoir en retirer un grand bénéfice, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire
dire, le bénéfice d'atteindre les objectifs que je me fixe. Avec la conscience que j'ai besoin d'être sur d'autres points. On va vraiment bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Déjà, mettre en place justement tous les conseils qu'on m'a donnés aujourd'hui. Je me rends compte que j'étais déterminée à relancer mon activité. Je vois bien aussi où ça peut m'amener de pouvoir suivre toutes ces recommandations. Agréable. Joyeux, sérénité, partage, professionnel, structuré, expertise, légèreté, harmonie, cohésion, challenge. la perspective de l'émotion, justesse, plein de bons conseils. Voilà pour l'interlude. Ce sont les micros. Ce sont les esquimaux. Voilà, du coup voilà pour l'audit en fait qui est un vrai produit pour le coup à part entière hein, qui peut être lui-même autoportant. Et derrière en fait on propose éventuellement le parcours RBA. Donc en fait c'est ce parcours que suivent actuellement Rosen, Agnès, Stéphane et Astrid et Ludivine ici présents. Et Martine. Et Martine. Immobilisé la pauvre en Bretagne. Donc vous voyez, donc ce parcours en fait il y a plusieurs étapes, plusieurs temps forts ou modes d'intervention. Donc on retrouve cet audit au départ. On a toujours une demi-journée d'intégration en fait, puisqu'en fait on a une vraie logique de promotion. L'idée c'est de réunir un groupe, de le faire vivre pendant 5 mois, mais aussi au-delà de ces 5 mois et de créer ensuite une vraie logique d'alumni, hein, comme on dit dans les grandes écoles, d'anciens. Puisque le réseau c'est la vie hein, pour un entrepreneur, et donc de pouvoir continuer l'expérience au-delà de ce parcours de 5 mois. Dans ce parcours de 5 mois, on propose aussi 18 séances de coaching ou de mentoring individuel, donc qui a lieu avec l'un d'entre nous 5, hein, plusieurs d'entre nous 5. C'est pareil, c'est choisi en fonction des problématiques de la personne, donc en fonction des problématiques qu'auront identifiées et des axes de travail qui seront à faire. On va programmer plus ou moins de séances individuelles avec la personne qui est dans le parcours. On a des ateliers, 5 ateliers de co-développement. Donc, est-ce que ça vous parle le co-développement? Vous savez tous ce que c'est? Voilà. Donc, on se met tous ensemble et on travaille tous ensemble de manière collective autour de problématiques qui sont proposées par les gens qui participent à cet atelier. Et puis, on a 4 rencontres qu'on appelle traits d'union, qui sont en fait des temps d'échange entre nous, les membres du collectif et les membres de la promotion pour faire le point. Donc là, à 17h aujourd'hui, on avait un trait d'union qui a permis en fait à chaque intervenant de pouvoir dire d'où il venait, quelles étaient ses problématiques de départ, où il en était après 1 mois et demi d'accompagnement. Et puis on a fait un petit cadeau surprise, on les a fait travailler le pitch. En fait, et donc ils ont commencé, et même assez brillamment, à se présenter et à pouvoir présenter leur activité. Et puis, bien sûr, du coworking, puisqu'ici vous êtes dans un espace de coworking, et le coworking c'est quelque chose qui est vraiment super important, puisque le coworking ça permet d'intégrer aussi une communauté d'entrepreneurs, de ne pas rester seul. On a parlé, Stéphane en a parlé. Je ne sais plus si c'était Astrid aussi qu'on a parlé, non, de la solitude de l'entrepreneur ce soir. Du coup, c'est hyper important en fait de pouvoir être dans un espace et de partager en fait ses problématiques et ses retours d'expérience avec d'autres entrepreneurs. Et voilà, donc c'est un mix de tout ça qui dure 5 mois et qui vous permet en fait de vous donner rendez-vous avec vos propres objectifs. Est-ce que mes camarades ont des choses à compléter? Alors vous l'avez compris, je pense que, excuse-moi, juste la dernière chose que j'ai oublié de dire et la dernière grande force de ce parcours, je pense, et de ce dispositif, c'est que c'est un accompagnement pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs. On est tous entrepreneurs, avec tous plus ou moins de bouteilles et certains plus que moins. Non, je regardais le miroir en face. Voilà. Et donc on a eu pas mal de galères, on a eu pas mal de difficultés, des obstacles, etc.
Et nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est pouvoir faire gagner du temps à des gens, parce que nous, on n'a pas pu forcément bénéficier de ce type d'accompagnement. Et donc, c'est de faire un peu un retour d'expérience et de faire bénéficier notre expérience à tous les entrepreneurs qui le souhaitent. Alors ce projet, parce que là il a démarré avec la promo, mais le projet, il a vu le jour quand? Alors, il a vu le jour dans nos têtes ou C'était quand la concrètement? conception? Alors la conception, c'est toujours difficile hein, parce qu'on peut remonter à des générations et des générations. Oui, le projet Sens, alors le projet Sens, allez, 9 mois avant, Il y a deux papas. il y a deux papas. Il y a deux papas. Bah oui. Bah oui, il me semble. Bah oui, les deux papas. Bah, en fait, c'est issu de nos propres expériences et puis c'est parti, je pense, de premières discussions qu'on a eues avec Cédric ici même autour de la machine à café le matin très tôt. Et puis après, de la rencontre ou enfin d'échanges avec Amandine, Corinne et puis Valérie. Et c'était quand? Nécessité de parité. Alors, les premières discussions datent d'il y a 3-4 ans. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et je vous dirais en fait que comme dans toute chose, en fait, on s'est contenté d'en discuter, d'en rêver et d'y penser fortement, mais sans rentrer dans l'action. Et c'est quand on a vraiment pensé à constituer ce collectif que là, on a pu vraiment rentrer dans l'action et qu'on s'est mis en route et qu'on a commencé à déboucher sur des choses très concrètes en fait. Je ne savais pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Et donc voilà, et donc je vous dis, les premières discussions c'était il y a 3-4 ans. On a constitué notre collectif, c'était quand? C'était en mars. C'était un peu avant, puisqu'on a organisé la soirée en mai, je dirais peut-être en février de cette année. Et on a lancé notre première promotion avec les 6 personnes qu'on a citées le 21 septembre. Et on peut même dire que juste avant, il y a eu au moins deux tests sous d'autres versions. Si tu te souviens bien, même avec d'autres parties d'équipe, tout à fait. avec des masterclass, avec d'autres choses. On a testé notre modèle, voilà. Donc voilà. C'est un beau bébé, hein? Oui, c'est un gros bébé. On espère qu'il va encore grossir et surtout attirer d'autres entrepreneurs parce qu'en fait, c'est parti du constat, en fait, c'est qu'en fait, on en a tous besoin, en fait. Moi, je passe mon temps aujourd'hui dans l'espace de coworking et dans mes activités à rencontrer des entrepreneurs qui se heurtent à des plafonds de verre, à des freins, à des limites, etc. et qui ne se donnent pas les moyens, qui n'ont pas la conscience qu'ils peuvent arriver assez facilement à les lever, en fait, ces barrières, à condition, comme le disait Stéphane, de ne pas rester tout seul dans son coin, d'intégrer un collectif et de se faire accompagner, en fait. Donc c'est vrai dans tous les domaines. Pourquoi vous avez un comptable? Pourquoi vous avez quelqu'un qui fait les fiches de paye de vos salariés? Pourquoi vous avez quelqu'un qui fait votre com, etc. Et ben, la posture entrepreneuriale, c'est la même chose. Alors ça, il faut le mettre dans le budget. Ah oui, il faut le mettre dans le budget, ouais. Et alors? Ah. On en parle. On en parle. Oui. Alors. Non, parce que c'était la première fois qu'il posait la question. Donc le budget. Non, t'as raison. Le budget c'est simple. En fait pour l'audit c'est un coût de 300 € hors taxe pour l'audit. Et pour le parcours en lui-même de 5 mois, c'est à 4 000 € hors taxe pour l'accompagnement sur les 5 mois. D'accord. Donc, tu voulais payer plus? Je sais pas, dans ma tête c'était plus. Tu vois, tu te rappelles des montants TTC, toi. On voit qu'il a fait un budget. C'est du hors taxe. Hein. Non, c'est parce qu'elle comprend la valeur. Alors maintenant, elle se dit, c'est quand même pas. On l'a peut-être facturé 2 fois finalement. Ah, mais c'est ça! Oups. Tu m'as offert ma place. Ouais, pas de donc voilà, donc c'est un budget, c'est un certain montant, mais il faut le voir comme un investissement sur l'avenir, sur votre projet entrepreneurial. Et je peux vous dire qu'au regard du temps passé et de la qualité de l'accompagnement, quand je parle qualité, c'est pas pour nous dire que nous on est des surhumains, mais du temps passé. Le micro, là. Voilà, je fais mal mon travail. C'est pas ça, c'est que toi tu peux pas parler de la qualité de votre travail. C'est nous qui profitons, bénéficions de votre expertise à chacun et le professionnalisme. Et ce qui est super intéressant, c'est que
ça rebondit les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'on a, dans les fameuses séances individuelles, on arrive pour un sujet, et en fait, généralement, on parle d'un sujet, et hop, puis il y a le sujet d'après, on fait, la prochaine fois, tu vas avoir rendez-vous avec Amandine. Hop, puis la prochaine fois, ça va. Et ça, c'est super, parce qu'on se contente pas, il n'y a pas qu'une personne, avec une seule vision, on a un collectif. Et ce qui fait vraiment la force, pour moi, avoir fait déjà un certain nombre de coachings individuels avant, c'est ça, c'est le collectif et puis l'entraide. Parce qu'en fait, ça rebondit aussi. Voilà, quand je vois l'évolution de certaines personnes sur la présentation, je me dis, waouh, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Ouais, et on voulait vraiment vous remercier parce que vraiment, à la fois on peut témoigner du. Oui, on prend la. C'est comme ça. Allez-y, prenez le lead. Non, mais on voulait vous remercier parce que c'est hyper professionnel. On s'est engagé avec quand même un pari financier pour chacun parce que c'est quand même une somme. Et on avait tous un enjeu particulier. On arrive à un moment stratégique de notre évolution professionnelle et donc investir cet argent, c'est pas rien. Et là, au bout d'un mois et demi, on peut tous en témoigner entre nous, je pense que c'est largement rentabilisé déjà. Et il nous reste encore 3 mois et demi à faire ensemble. Et c'est hyper structuré, c'est hyper qualitatif, c'est hyper... j'avais aussi testé un premier coaching, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et votre... de tous vos compléments. Deux papas, 3 mamans, le couplage, non, mais la force, comme tu disais Agnès, c'est vraiment que vous avez chacun votre regard et votre expertise et c'est hyper complémentaire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on avance hyper vite, vraiment. Donc voilà, merci. Merci à vous. Merci, c'est beau témoignage.